spécial. En direct de Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais. Le Beaujolais nouveau, c'est sur Calade. 18h et déjà 1 minute et déjà la 3e partie de cette fête que nous vivons ensemble depuis les locaux de Calade 100.9 au Grand Moulin de Glaisé, avec nos nombreux invités, avec toute cette bonne humeur et toutes ces anecdotes là depuis le début de cette soirée. La fête, Benoît, on la vit quand même, hein. Vive le Beaujolais! On revoit finalement des têtes que j'avais pas vues depuis quelques temps, que j'avais pas croisées. Des visages qu'on est heureux de retrouver. Oui, il y en a qui me font plaisir, qu'on les reconnaît malgré les masques comme ça, les copains qu'on croise, avec qui on n'a pas le temps de se dire plus que bonjour des fois et que ça mériterait plus. Ceux qu'on a croisés une fois ou deux comme ça, parce que c'était le cas avec Philippe Branche par exemple, qui est à ma droite. J'étais venu rendre visite à la Maison du Patrimoine parce que j'avais une question qui me taraudait et puis on m'a dit va voir Philippe, il a sûrement un bouquin là-dessus. Et puis du coup, ça tombait bien parce qu'il en avait même écrit un dessus, donc c'était plutôt bien. Bah oui, parce qu'à Villefranche, on a quand même de la chance. Bon, on a des gens compétents et qui font des choses formidables, ça on le sait, mais on va dire pas plus à Villefranche qu'ailleurs, parce que partout, je pense que dans chaque territoire, il y a des gens qui ont des passions et qui les partagent. Mais nous, on a la chance, on a quand même une maison d'édition à Villefranche, justement, qui centralise un peu, qui cristallise toutes ces énergies, toutes ces connaissances, les éditions du Poutan, et puis on accueille du coup son illustre représentant. Bonjour, illustre, je ne sais pas, mais en tout cas, il est content d'être avec vous. Et pour ce qui est des éditions du Poutan, c'est vrai qu'on essaye de répondre au maximum aux attentes du public du Beaujolais et puis des associations, des mairies qui ont des projets. Alors, on va pas dire que c'est simple, le boulot d'éditeur, qu'il suffit de se baisser pour ramasser, mais en tout cas, il y a un beau vivier de personnes passionnantes et de personnes qui ont des choses à raconter, des choses à dire et des choses à partager surtout. Exactement. Et vraiment, cette entreprise, puisqu'il s'agit d'une entreprise, elle est née comme ça, parce que vraiment, il y avait une adéquation entre une toute petite structure et les besoins des acteurs locaux. Et ça, c'est bien. Et j'en suis ravi. On peut dire quand même que les éditions du Poutan, ça grandit un peu et dans des chemins de traverse parfois, puisqu'il y a un lieu maintenant où on peut rencontrer, mais il y a un lieu qui vit. Alors peut-être un peu plus difficilement en ce moment, mais en tout cas, c'est la promesse d'un lieu pour des rencontres. Il n'y a pas que le partage des livres, on partage d'autres choses. Alors c'est une aventure qui est intimement liée à la période pourrie qu'on traverse, pour pas la nommer, puisque on a décidé d'ouvrir ce lieu au public, de le baptiser le Cuvier, puisqu'il s'agit du Cuvier, en raison des circonstances. Au départ, c'était des locaux de travail avec mon associé Sylvia Pitet et mon autre associé Marie Garnier, où on devait organiser des réunions, des séances de travail avec les auteurs, etc., stocker des livres. Et quand on a vu ce qui se passait, on s'est dit qu'il fallait réagir. Et donc, on a décidé d'ouvrir ce lieu, de le baptiser le Cuvier en hommage à un illustre prédécesseur, Jean Guillermet, qui avait animé les éditions du Cuvier donc entre 1925 et 1960, grosso modo, avec des superbes publications, dont Philippe vous parlerait avec beaucoup plus de talent que moi-même. Et puis, vraiment de recevoir du public, d'organiser des expositions. Et alors, depuis cette semaine, et c'est particulièrement d'actualité, de proposer également des produits régionaux, et notamment du Beaujolais. Et du pain. Et du pain. Ça va souvent avec, on parle, le pain, le vin, voilà. Et puis le fromage et toutes ces choses qui vont souvent ensemble. Alors là, il n'y en a pas pour le moment. Pour le moment, pas de fromage, mais on a déjà du miel. Il y a déjà 2 sur 3, c'est pas mal, hein. Philippe Branche, un jour, ce qu'on est en train de vivre à cette période, ça sera raconté comme des histoires, vous croyez? Peut-être que dans 300 ans, il y aura les légendes du confinement. Oui, je pense qu'il va falloir attendre quand même 1 ou 2 siècles. Des gens qui ont dû patiemment et courageusement attendre chez eux que ça passe. Oui, voilà. Alors, des épisodes un peu, comme disait Jacques, un peu pourris, on en a déjà eu pas mal. C'est pas pour rien qu'il y avait des remparts et qu'il y avait aussi une quarantaine. Oui, tout à fait, exactement. Le quartier de la Quarantaine, on rappelle un peu ces mauvais souvenirs. La rue de la Maladière à Lima, pareil.
On était un peu encerclés autour de Villefranche, et c'est vrai qu'à partir de, je dirais, du XIVe siècle, parce qu'on a des notes à partir de cette époque-là, mais enfin ça a dû exister avant. L'époque n'est pas tendre, à l'époque c'était encore pire, quoi, parce qu'on les laissait mourir dans un coin, quoi. Les hôpitaux n'existaient pas, et puis en fait les hôpitaux ont commencé à se soigner à partir du XVIIe siècle. L'Hôtel-Dieu, on peut rappeler à peu près quand est-ce que ça paraît? Pas de date précise, 1644, je crois, exactement. Il y avait déjà un petit hôpital en centre-ville, dans la rue Nationale, à côté de l'église. Mais quand on dit hôpital, c'était surtout le côté, je dirais, étymologique, c'est-à-dire l'hospitalité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des lits et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de médecin à l'époque. Oui, c'était juste un endroit où on pouvait s'allonger, quoi. Voilà, exactement. Et mourir, tranquille. Voilà. Mais oui, au niveau des légendes, c'est vrai que, moi, c'est mon truc depuis pas mal d'années maintenant, une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu malheureux parce que je peux pas aller dans mon Beaujolais, dans mes bois, comme je dis. Mais voilà. Pour qui sait regarder, il y a des choses fantastiques à voir, pas très loin du centre de Villefranche. Tout à fait. Ouais, dans les bois, notamment. Dans les bois, même au carrefour des routes, etc. Il y a toujours des petites choses qui restent, même si il faut quand même monter un petit peu, je dirais, dans le Beaujolais, un petit peu plus haut, où on a gardé encore un petit peu cette culture, parce que les légendes, c'est une culture populaire, quoi. C'est un petit peu l'histoire des gens qui n'ont pas d'histoire, quoi, qui ne connaissent pas vraiment l'histoire écrite. Donc c'est des choses qu'on se raconte, qu'on se racontait, et ça finit par faire des histoires. Et puis, moi, comme j'aime ça, j'essaie de rassembler un petit peu tout ça, puisque l'époque veut qu'on a tendance un peu à oublier ces histoires orales. Alors du coup, vous les rassemblez, elles vous intéressent, vous allez les récolter, faire ce travail-là. Mais est-ce que, à côté de ça, vous avez jamais eu l'envie, peut-être, parce que alors, ces histoires, c'était la tradition orale, et là, peut-être qu'on peut les rassembler dans un livre, on peut en parler, mais est-ce que vous avez jamais eu envie aussi de les voir revivre dans la bouche de quelqu'un, de conteuse ou de conteur? Si, mais il faut être réaliste. Le Beaujolais, c'est pas la Bretagne, c'est pas on est une région de circulation. Donc les légendes ont quand même, je dirais, le côté oral a quand même disparu assez rapidement, et on n'a pas eu la chance dans le Beaujolais comme dans d'autres régions d'avoir des gens qui ont ramassé ça. Il aurait fallu ramasser au début du 19e siècle. Les folkloristes, ils sont passés tout droit dans le Beaujolais, sont juste arrêtés pour manger à midi et sont repartis. Non, mais il y a eu, c'était plutôt historique. Il y a l'ombre de Lyon. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on était coincé, entre guillemets, entre Cluny et Savigny, et que les établissements ecclésiastiques ont quand même bien fait le ménage, je veux dire, à ce niveau-là, puisque c'était la légende, en fait, véhicule toutes des croyances qui... Oui, on a rebaptisé les lieux, tout ce qu'il y avait fait, on a mis Sainte quelque chose. Voilà. La pierre de Gargantua est devenue la pierre Saint-Martin, quoi. Alors, quand ça arrive comme ça, c'est bon, parce qu'elle est conservée quand même, mais on a quand même beaucoup enterré les pierres, etc., quoi. Donc, c'est vrai que quand on parle aussi de la culture et des histoires et des légendes du Beaujolais, il y a une autre partie où alors peut-être que c'est par grande ignorance que je vais dire ça, mais tout ce qui est des musiques traditionnelles, tout ce qui est des chants traditionnels du Beaujolais, ça c'est quelque chose qui est pas resté vivant, en tout cas, j'ai l'impression. Tout à fait. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des légendes, quoi. Nous, c'est la circulation, c'est l'axe de la Saône. Depuis la préhistoire, c'est un axe de circulation, donc les idées, la culture a circulé, c'est imprégné, etc. Donc on n'a pas vraiment une culture comme peut avoir, comme je disais tout à l'heure, la Bretagne, l'Alsace, ou le Berry, ou le Massif central, etc. On n'a pas la bourrée auvergnate, ni la bourrée beaujolaise, donc nous on a pris un petit peu de Bourgogne, un petit peu de Forez, un petit peu de Lyonnais, un petit peu aussi de la Bresse, de la Dombe, etc. Donc nous je veux dire, ça peut être très intéressant aussi, parce que c'est un carrefour de plusieurs influences, quoi, en fait, que ça soit au niveau des chansons traditionnelles, du folklore en général, et puis souvent ce qu'on reconnaît une région à sa particularité, c'était le costume des femmes autrefois, quoi. Oui. Voilà. Alors, il y a un truc, par contre, dans la période actuelle, ce qu'on aime bien dans le Beaujolais, à côté de tout ce qui est vin, Beaujolais nouveau et ce qui est bonne bouffe, on aime bien aussi les salons littéraires. On aime bien les salons de bande dessinée, on aime bien les salons du livre, les salons de la littérature. Ça, par contre, on a un vrai savoir-faire, Jacques Branciard.
Mais il me semble aussi, et je serais très heureux de pouvoir vous en parler avec Philippe, qui fait partie de l'équipe organisatrice du Salon des livres en Beaujolais. Eh oui, c'est bien pour ça que je vous en parle. Qui existe depuis, ça devait être la 7e édition demain soir, malheureusement. Mais on a des projets pour l'an prochain. C'est un événement qui s'est structuré vraiment autour du Beaujolais et du Beaujolais nouveau, donc je suis particulièrement heureux de pouvoir en parler aujourd'hui. Puisque je vous ai apporté, je ne sais pas si ça va pouvoir passer à l'image, mais l'affiche du Salon 2016 que nous avons inaugurée sous les auspices du président Bernard Pivot, qui est devenu à partir de ce moment-là le président d'honneur de notre association, et au cours duquel nous avons fait connaissance avec Perico Légas. Donc, quelqu'un qui nous est plus inconnu maintenant, si c'était le cas il y a quelques minutes. Et vraiment, ça a été le lien qui s'est fait entre le monde du livre, que nous représentions peu ou prou, et le monde de la viticulture du Beaujolais. Donc, grâce à quelqu'un que je dois nommer et que je le fais avec grand plaisir, c'est Philippe Lacondemine, donc qui était le président de la cave de Quincier, qui avait également pas mal d'autres casquettes, mais qui nous a présenté tous ces gens-là et qui nous a permis de faire ce lien. Alors, on a commencé par organiser tout bêtement, entre guillemets, des dégustations de Beaujolais nouveau, avec un concours qui a été présidé par Bernard Pivot et qui a décerné des prix à l'occasion de ce salon-là. Et puis c'est une aventure qui a perduré, puisqu'ensuite on a pu organiser avec Perico un débat sur la viticulture en abordant des sujets qui étaient assez inimaginables, dans la sérénité du moins, avec les viticulteurs de la région. On a parlé du glyphosate, on a parlé de la thermo, et il y avait des viticulteurs bio, il y avait Daniel Bullia que j'ai vu tout à l'heure de l'interprofession, et tout s'est passé très bien, et on a tous bu un coup à la sortie. Voilà. Donc ce salon, dont on est venu vous parler aujourd'hui, il me semble que c'est un peu le trait d'union entre le monde de la culture et le monde du vin. Et on aimerait bien continuer. On a pris des dispositions avec la ville de Villefranche pour que désormais notre invité d'honneur du salon soit également l'invité d'honneur de Villefranche pour la mise en Perse. Donc ça devrait se mettre en place le jeudi soir normalement, si tout va bien, en 2021. Et puis on espère passé un accord avec le département du Rhône, Martine Publier, la vice-présidente à la culture, afin de créer un prix littéraire qui sera décerné au mois de mai, au mois de juin, dans un lieu emblématique du Beaujolais, puisque ce sera au prieuré de Salles. Et donc un écrivain national se verra remettre un prix en Beaujolais. Voilà. Et nous le retrouverons la saison suivante, au mois de novembre, comme invité d'honneur du Salon des livres en Beaujolais. Alors, j'imagine que c'est difficile de renoncer à ouvrir son salon, mais est-ce que finalement ça donne aussi le temps de réfléchir un peu et de réfléchir plus large, plus grand, plus... Comment vous l'avez vécu ça, Jacques Branciard? De toute façon, vous n'aviez pas le choix, c'est comme ça. On l'a vécu dans la douleur depuis le mois de janvier. Vraiment, on était dans une année électorale, c'était compliqué. Ensuite, il y a eu le confinement. On a annulé notamment la venue de Perico Légas, qui devait venir nous parler encore une fois de son Beaujolais. On s'est dit, on se rattrapera au mois de novembre, et puis on a vu que ça allait être compliqué. Pendant l'été, déjà, on sentait que ce serait un salon au rabais, en quelque sorte. Et puis, finalement, il n'y a pas eu de salon du tout, et nous voilà ici, quoi. Donc, non, c'est très douloureux. Enfin, il y a des situations beaucoup plus dramatiques dans cette circonstance, hein, mais par rapport à l'investissement que nous avons dans cet événement, etc., c'était très pénible. Mais bon, bien entendu, c'est l'occasion de réfléchir, c'est l'occasion de rebondir, et on ne va pas s'en priver. Ça n'a pas atteint l'envie, en tout cas. Non. L'envie de retrouver les gens, de se faire plaisir, d'allier littérature, livre et Beaujolais. Comme dans le Cuvier, finalement. Ben voilà, l'idée est là. Donc le Cuvier, ça fait partie aussi des lieux qui sont animés par cette association, parce que depuis le mois de juin, on a organisé 5 expositions. Donc on a eu des sujets difficiles, hein, puisqu'on a parlé des massacres de juin 40 à Chesley avec Julien Fergetas, qui vient de faire un livre sur le sujet. On a eu des sujets très légers, très agréables, avec le dernier livre d'Alain Renoux, J'avais dans la tête. On a organisé une exposition autour du travail de Jean Claverie.
autour des Frères Lumière, avec une publication pour les enfants qui était sortie récemment. Et puis en ce moment, on a fait le vernissage la veille du confinement. On a une exposition de Jean-Jacques Duval, un photographe avec lequel on travaille en vue d'un projet qui est intimement lié au Beaujolais, puisqu'il va s'agir du Beaujolais de Périco-Légas, dont Jean-Jacques Duval sera le photographe. Et il nous présente en ce moment au Cuvier. Alors, j'ose pas dire aux gens de venir voir l'expo parce que c'est interdit, mais en tout cas, elle est là. Et de venir la voir dès que ça sera à nouveau autorisé. Donc dès le mois de décembre, j'espère, on pourra à nouveau ouvrir. Pour le moment, on peut venir acheter des livres, on peut venir acheter du pain, on peut venir acheter du vin, et à l'occasion, on peut regarder les photos. Voilà. Mais il faut cocher la bonne case dans l'attestation pour pouvoir sortir. D'accord. Merci Jacques Branciat. Merci. Alors, avant de se dire au revoir, Philippe Branche, est-ce que vous... il y a une histoire qui est ressortie plus là face à cette période, une histoire d'épidémie qu'a connue Villefranche, une histoire face à la maladie, parce que c'est pas la première fois que la Calade fait face non, c'est pas à des virus ou des bactéries. Non, des bactéries, je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, oui, des alertes comme ça, il y en a eu énormément. Comme vous disiez tout à l'heure, les remparts, c'était à la fois pour se défendre contre les attaques, mais c'était aussi plus symboliquement, parce que ça ne servait absolument à rien, on le sait maintenant, de plus en plus. Mais ça marquait un dedans-dehors, une limite. Un dedans-dehors, voilà. Et ça permettait, voilà, comme on disait tout à l'heure, avec la quarantaine, donc c'est là en 1542 exactement, que les échevins de la ville de Villefranche rachètent un bout de terrain au seigneur de Fontgraine pour pouvoir installer donc quelques cabanes pour les gens malades. Et à l'époque déjà, il y avait beaucoup de réticences. Donc les habitants de Belligny, puisque Belligny était une paroisse indépendante à l'époque, qui est beaucoup plus ancienne que Villefranche, et les habitants de Belligny ont fait une sorte de pétition pour se révolter, du style on ne veut pas de ces gens-là chez nous. Donc vous voyez, c'est un éternel recommencement. Et voilà, on a l'impression qu'on s'en sort, qu'on évolue, mais à chaque fois on retombe un petit peu dans les mêmes travers, je dirais. Souvent, on compare là cette épidémie de Covid-19 à la précédente qu'a connue le monde, à savoir la grippe espagnole. Est-ce qu'on a des choses sur cette période, en tout cas, et sur les effets de cette... de la grippe espagnole grippe sur Villefranche, ou c'est quelque chose mais en fait, la grippe espagnole, maintenant, c'est des choses qui ressortent, etc. À l'époque aussi, sûrement, on a dû en parler, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on sortait à peine de la guerre. Et puis, je crois que c'était même sur la fin de la guerre de 14. Et puis cette guerre a été tellement effroyable que en fait la grippe espagnole est passée un petit peu voilà, comme on en a moins parlé, on en parle maintenant un petit peu, mais quand on voit il y avait plus horrible à l'époque, quoi. Voilà, c'était les gens étaient tellement traumatisés par la guerre que la grippe espagnole en fait c'était un petit peu voilà, une péripétie de la fin de la guerre, quoi. Même si ça fait beaucoup plus de victimes que la guerre elle-même. Mais bon voilà, c'est dans la mémoire populaire, c'est pas vraiment resté. On parle de la grippe espagnole, mais on sait pas vraiment ce que c'est. D'accord. C'est pas comme la guerre de 14, par contre. Voilà, on en parle encore. Il n'y a plus de grand-père pour en raconter. Enfin, pour raconter ça maintenant. Oui. Mais voilà, dans toutes les familles, il y a dans un tiroir. Il y a encore des histoires qui. Voilà, il y a des souvenirs et qui existent. Oui. Exactement. Quoi, voilà. Merci Philippe Branche. Merci à vous. Encore rappelle la Maison du Patrimoine, qui est bien sûr pour l'instant. Voilà, même si je ne suis plus maintenant, mais il y a une nouvelle équipe et ça continue toujours. Et puis moi, je continue toujours à m'intéresser à mon Beaujolais et voilà. Et dès que possible, aller arpenter les bois, exactement, les chemins à la découverte de. Voilà, à la recherche des faits, en espérant en voir un jour. Tellement de motifs de retrouver, de la convivialité, tellement de rendez-vous qu'on se donne le plus vite possible. En effet, encore un. Je sais pas si t'as vu, Eddie, en fait, quand on n'a plus le droit de sortir dans les bois, on a envie d'y aller. Puis en plus, quand on apprend qu'il y a des trésors à y trouver, alors peut-être pas des trésors, il faut partez pas avec une pioche et une pelle pour creuser. Quand je parle des trésors, c'est des trésors de l'histoire, des trésors géologiques. Il y a plein de choses. De trésors, mais faut pas. Ah mais on vous écoute pas le dire. Hors antenne, Philippe. C'est tellement passionnant, en effet. 18h20, l'impatience, elle monte.
contre pour la mise en perce, parce que c'est à 19h. Et je sais pas si vous, mais je commence moi aussi un petit peu à avoir, je sais pas, une espèce de petite sollicitation. Comme je disais tout à l'heure, Perico Légas m'a donné très faim avec tout ce qu'il a dit. Puis là, on commence un peu à avoir soif aussi. Alors, pour nous faire patienter, il nous reste encore une petite encablure avant 19h. Je vais vous proposer deux choses. D'abord, on va donner la parole à l'un des animateurs de Canal 100.9, qui est lui un vrai personnage. Je ne sais pas si j'ose encore le présenter, c'est l'un des rares disquaires. Il n'y en a quasiment plus en France, nulle part. Et bien, franchement, on en a encore un. Moi, je dirais même, c'est pas un personnage, c'est un cas. Ah non, mais carrément, carrément. Et il est passionné d'un genre musical qui a maintenant toute son importance, c'est le hip-hop. Donc, il était nécessaire que même pour cette fête du Beaujolais nouveau, on aille aussi dans cet univers-là, grâce à lui. D'habitude, c'est vrai, dans ses émissions. Et aujourd'hui, voilà, on va lui donner la parole. Je ne sais pas ce qu'il nous a prévu, Pitch, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. On va lui donner la parole. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais en tout cas, il va nous proposer une séquence de transition. Et puis ensuite, eh bien, on donnera enfin la parole au monde des conscrits. Parce que la fête, c'est aussi les conscrits à Villefranche d'abord et avant tout. Et pour nous mener jusqu'à la mise en perce de 19h, eh bien, on sera avec les invités du monde, de l'indispensable monde des conscrits. Voilà, je crois qu'en régie, on est prêt. Alors, on écoute l'ami Pitch et on revient pour la dernière partie avant la mise en perce. À tout à l'heure. Avec Coca-Cola. Oh non. Oui, Beaujolais nouveau. Spécial Beaujolais nouveau 2020.